Le vent transperçait le manteau de laine de Corm Dalton comme s'il n'existait pas. Elle compta à nouveau les pièces pour la quatrième fois, les étalant sur le banc gelé de la gare, les doigts engourdis, blancs au bout. 14 $. Le guichetier avait ri lorsqu'elle lui avait montré la note de l'oncle Vernon concernant le billet prépayé pour l'orphelinat. Il n'y a rien de prépayé, ma fille, et il n'y a pas de train ce soir non plus. La lampe à huile au-dessus de sa tête clignota 2 fois, puis s'éteignit. L'obscurité engloutit tout, sauf l'odeur de fumée de charbon du train qui venait de partir et le bruit du vent qui hurlait à travers les avant-toiles de la gare. La température était descendue en dessous de 20 degrés il y a 1 heure. Elle sortit la montre de poche de son père de sa moufle, la seule chose chaude qui lui restait au monde. Le métal reflétait juste assez la lumière des étoiles pour révéler la gravure au dos, des lettres qu'elle ne pouvait pas lire, mais qu'elle avait tracées 1000 fois. Puis des bruits de sabots se rapprochèrent dans la neige. Le cheval était imposant, son souffle formant des volutes blanches dans l'air glacial. L'homme qui mit pied à terre se déplaçait avec précaution, comme s'il avait déjà fait cela 100 fois par un temps meurtrier. Il portait un manteau épais recouvert d'une épaisse couche de neige. Son chapeau était enfoncé sur sa tête pour se protéger du vent. Il y a quelqu'un? Sa voix couvrait le bruit de la tempête. Elle était rude, mais pas méchante. Cora essaya de répondre. Sa mâchoire ne fonctionnait pas correctement. Ses muscles étaient trop froids. Elle parvint à émettre un son qui pouvait être un oui ou ne rien signifier du tout. Les bottes de l'homme se rapprochèrent en craquant. Il s'agenouilla à hauteur du banc, plaçant son visage à un endroit où elle pouvait le voir sans bouger. Il avait la peau burinée, peut-être 60 ans, et des yeux gris qui ne manquaient pas grand-chose. Ses yeux se posèrent sur ses mains, qui serraient toujours les pièces, puis sur la montre, et il se figea. C'est la montre de Joshua Dalton, sans aucun doute. Sa voix avait changé, elle était devenue tendue, avec quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Où est ton père, enfant? »« Papa est mort, monsieur. » Les mots sortirent de manière indistincte. Il y a 6 mois maintenant. Euh... Le visage de l'homme fit quelque chose de compliqué. Il tendit lentement la main vers la montre, la retourna et lut la gravure à la lumière des étoiles. Ses mains tremblaient, mais pas à cause du froid. « Ta Aura, acquiesça-t-elle. Ce n'était pas une question non plus, cette fois-ci. Il sortit une couverture de sa selle. Une couverture épaisse en laine qui sentait le cheval, le cuir et la sécurité, et l'enroula autour de ses épaules sans la toucher plus que nécessaire. « Je m'appelle Samuel Holloway. Ton père et moi étions associés. Tu peux te lever? » « Je ne pense pas. Alors je vais te porter. Ça te va? » Elle acquiesça à nouveau. Il la souleva comme si elle ne pesait rien, l'installa devant la selle, puis grimpa derrière elle. Il passa ses bras autour d'elle pour tenir les rênes, la protégeant ainsi du vent. Il y a un ranch à environ 8 kilomètres à l'ouest, une maison chauffée, de la nourriture chaude, ma sœur qui s'occupera bien de toi. Il donna un coup de talon au cheval. L'animal se mit en route, avançant d'un pas régulier malgré la neige. « Que faisais-tu ici toute seule? »« C'est oncle Vernon qui m'a amené. Il a dit qu'il m'envoyait à l'orphelinat Sainte-Catherine à Helena. Il a dit qu'il avait payé le voyage, mais ce n'était pas vrai. »« Non, monsieur. » Samuel Holloway resta silencieux pendant un long moment. Quand il reprit la parole, sa voix était aussi froide que le vent. « Ton oncle t'a laissé ici pour mourir de froid. » Ce n'était pas une question non plus cette fois-ci. La maison du ranch était éclairée par la lumière des lampes, les fenêtres brillant d'une lueur dorée dans l'obscurité. La porte s'ouvrit avant qu'il ne l'atteigne. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris tirés en arrière, au visage anguleux, intelligent et inquiet. « Sam, mais qu'est-ce qui t'a pris? » « C'est la fille de Joshua Dalton. » Il descendit de cheval et aida Cora à descendre. Elle était seule à la gare, dans le froid. Le visage de la femme changea. « Doux ciel miséricordieux, fais-la entrer. » Miguel, de l'eau chaude et du bouillon, tout de suite. La chaleur à l'intérieur la frappa comme un mur. La peau de Cora brûlait là où la chaleur la touchait. Le genre de brûlure dangereuse qui signifiait de réels dommages à guérir. La femme, la sœur de Sam, lui ôta son manteau gelé avec une douce efficacité et l'enveloppa dans des couvertures à la place. « Je m'appelle Beatrix Holloway. Vous êtes en sécurité maintenant. » Ses mains vérifièrent les doigts et les orteils de Cora à la recherche d'engelures. « Tu sens ça? »« Oui, madame. Bien. C'est bien. » Elle continua à travailler, frottant les membres gelés pour rétablir la circulation sanguine.
Miguel apporte du bouillon. Ton estomac est encore trop froid pour le lait, mais nous allons te réchauffer. Un Mexicain apparut avec une tasse fumante. La vapeur s'élevait avec l'odeur du bœuf et des oignons. Sam la prit, vérifia la température, la tint fermement pendant que Cora buvait. La chaleur lui faisait mal en descendant, mais elle s'en moquait. Sam tendit quelque chose à Béatrice, un papier plié. Elle le lut. Son visage se durcit comme de la pierre, en voyant Ward à l'orphelinat Sainte-Catherine. Billet prépayé joint. L'enfant a accumulé des dettes qui doivent être réglées. V. Dalton. Tuteur légal. Elle leva les yeux. Il y a un tampon de la billetterie. Aucun paiement reçu. Il l'a laissé là pour mourir. La voix de Sam était neutre. La veille de Noël. Cora avala encore un peu de bouillon, les regardant de ses yeux épuisés. La chaleur lui donnait le vertige. Elle essaya de dire quelque chose. Elle essaya d'expliquer que l'oncle Vernon était tout le temps en colère ces derniers temps, qu'il disait qu'elle coûtait trop cher à entretenir, que des hommes venaient à la maison la nuit pour réclamer de l'argent. L'oncle Vernon a dit que vous étiez mort, Monsieur Hutt. Les mots sortirent dans un murmure. Mais papa m'a dit avant l'effondrement de la mine, si jamais je me retrouvais seul, si jamais j'avais besoin d'aide, je devais trouver Samuel Holloway au ranch Broken Creek. La main de Sam se posa sur son épaule avec douceur et chaleur. Ton papa avait raison, et je vais officialiser cela. Coram, je vais obtenir ta garde légale. Béatrix posa la note, la mâchoire crispée. C'est pas une tutelle, Sam. C'est un abandon. Eh bien, nous allons régler cela légalement. Il regarda Cora et elle vit dans son visage quelque chose qui ressemblait à son père. La même détermination inébranlable. Ton papa m'a nommé dans son testament. Il l'a clairement spécifié. J'irai voir le juge Pritchard dès le lendemain de Noël. Je m'occuperai des formalités administratives. Les yeux de Cora se fermaient malgré tous ses efforts. La chaleur, la nourriture, le premier sentiment de sécurité qu'elle ressentait depuis des mois. Tout cela l'entraînait vers le sommeil. Juste avant que l'obscurité ne l'envahisse, elle entendit Béatrice dire « cette montre ». Et elle ne voulait pas la lâcher. Même lorsque ses mains devinrent bleues, c'était celle de Joshua. Il disait toujours qu'elle était pour Sam, son partenaire en toutes choses. La voix de Sam semblait lointaine à présent. « Cora, ton oncle est-il au courant du fonds fiduciaire de ton papa? » Mais elle était déjà endormie, la question restant sans réponse dans l'air chaud. Le jour de l'an était froid et clair, le genre de matinée dans le Montana où le ciel fait mal aux yeux. Cora était au ranch depuis une semaine, assez longtemps pour prendre 3 kilos, assez longtemps pour dormir sans cauchemar, assez longtemps pour commencer à croire que la chaleur pourrait durer. Elle était dans la cuisine avec Béatrice, apprenant à pétrir la pâte à pain lorsque le bruit des chevaux se fit entendre dans l'air glacial. Les mains de Béatrix s'immobilisèrent. Il y a plus d'un cavalier. Sam est sorti de la grange, Miguel derrière lui. Les deux hommes se sont approchés de la fenêtre. Le visage de Sam s'est durci. C'est Vernon et il a amené Marshall Keene. Les mains de Cora se sont crispées sur la pâte, la farine s'est mise à voler, son estomac s'est noué. « Reste à l'intérieur », a dit Sam. Il a enfilé son manteau et est sorti sous le porche, suivi de Miguel. Béatrice éloigna Cora de la fenêtre, mais ne l'empêcha pas de regarder. Vernon Dalton était assis sur son cheval comme un homme qui se croyait le maître du monde, mince, la quarantaine, avec un visage qui souriait trop et qui ne signifiait rien. Le marshal à ses côtés semblait mal à l'aise, un homme honnête pris dans une situation déplaisante. Vernon, la voix de Sam portait clairement dans l'air froid. « Samuel, j'ai entendu dire que tu avais récupéré quelque chose qui m'appartient. » Le sourire de Vernon n'atteignait pas ses yeux. « Je suis venu récupérer ma pupille. Elle ne va nulle part. Ce n'est pas à toi de décider. » Vernon sortit des papiers de son manteau. Il les agita. « Je suis son tuteur légal, le frère de son père, un parent de sang. Le marshal ici présent le confirmera. La loi territoriale stipule que les parents de sang ont la priorité. » Le marshal Keene se déplaça sur sa selle. « C'est vrai, Monsieur Holloway. À moins qu'il n'y ait une preuve d'inaptitude, la loi favorise la famille. Il l'a laissé geler à la gare. » La voix de Sam était calme, mais Cora aperçut la rage qui s'y cachait. La veille de Noël, par une température de 20 degrés, c'est une preuve suffisante. Je n'ai rien fait de tel. La voix de Vernon s'éleva, indignée.
J'ai payé d'avance le billet pour un orphelinat chrétien convenable. Si le guichetier n'a pas honoré mon achat, ce n'est pas ma faute. L'enfant a des besoins que je ne peux pas satisfaire. Des besoins qui nécessitent des soins institutionnels appropriés. Vous êtes un menteur. Le sourire de Vernon s'élargit. Attention, Samuel, c'est de la calomnie et cela ne changera pas la loi. Il fit signe au Marshal. Montrez-lui la loi. Le Marshal Keene sortit un petit livre et le lut sans enthousiasme. Code territorial, section 47. En matière de tutelle, les parents au premier degré ont la priorité sur toutes les autres revendications, à moins que ladite relation ne soit jugée moralement inapte par un juge territorial sur la base de preuves prépondérantes. Alors nous irons devant un juge. Sam descendit du porche. Aujourd'hui, nous laisserons le juge Pritchard décider. Oh, nous le ferons. Vernon plia ses papiers. Mais vous devez savoir qu'Amos Pritchard et moi avons un accord. C'est un homme raisonnable qui respecte la loi. Et la loi dit que cette fille est à moi. Dans la cuisine, Cora sentit la main de Béatrix se resserrer sur son épaule. Sam s'approcha du cheval de Vernon. Elle restera ici jusqu'à l'audience. Ce n'est pas négociable. Vernon l'étudia longuement, puis haussa les épaules. Très bien, gardez-la au chaud pour moi. Mais Samuel, le juge Pritchard me doit des faveurs. Vous avez peut-être sauvé la fille de Joshua du froid, mais vous ne la sauverez pas de la loi. Il fit faire demi-tour à son cheval et partit. Le shérif le suivit en jetant un regard en arrière qui semblait être un signe d'excuse. Miguel cracha dans la neige après leur départ. Cet homme a l'âme noire. Peu importe. Sam revint à l'intérieur, le visage tendu. Ce qui importe, c'est la loi, et nous devons comprendre exactement à quoi nous avons affaire. 1 heure plus tard, Béatrix déballait le sac de voyage de Cora, la petite valise abîmée que Vernon avait laissée à la gare. Il était presque vide. Une robe de rechange trop petite de 2 tailles, une brosse à cheveux dont la moitié des poils manquait, et au fond, enveloppée dans de l'huile, une enveloppe scellée. Béatrix la retourna et lut l'adresse de l'expéditeur. Son visage pâlit. « Sam, tu dois voir ça. » Il prit l'enveloppe, brisa le sceau, en sortit la lettre, commença à lire, puis s'arrêta. « Relis-la. »« Bon Dieu, qu'est-ce que c'est? » Miguel s'approcha. La main de Sam tremblait. Il lut à haute voix, la voix neutre sous le choc. « Montana Territorial Bank, Helena. Acquis de droit. La présente lettre confirme que la somme de 18 000 $ provenant de la vente de la concession minière Silverbell a été déposée en fiducie pour Mademoiselle Coram Dalton, fille de Joshua Dalton, décédée. Les fonds seront conservés jusqu'à ce que Mademoiselle Dalton atteigne l'âge de 18 ans et seront gérés par son tuteur légal selon les besoins pour son entretien et son éducation. La cuisine devint silencieuse à l'exception du crépitement de la cuisinière. 18 000 $. Béatrix prononça ces mots comme une prière ou une malédiction. Vernon est au courant. Bien sûr qu'il est au courant. Sam regarda Cora et elle vit quelque chose qui ressemblait à du chagrin sur son visage. C'est pour cela qu'il t'a gardé, mon enfant. C'est pour cela qu'il ne t'a pas envoyé à l'orphelinat quand ton papa est mort. Et c'est pour cela qu'il se bat maintenant pour obtenir ta garde. La voix de Cora était faible. Je ne comprends pas. Ton papa a vendu sa concession minière avant de mourir. Il a mis l'argent de côté pour toi, pour quand tu seras grande. Sam remua la mâchoire. Mais jusqu'à tes 18 ans, ton tuteur légal contrôle cet argent. Il peut le retirer pour subvenir à tes besoins et payer tes études. Vernon attendait le bon moment pour vider ce fonds fiduciaire. Miguel émit un son grave. Toute la ville était au courant des dettes de jeu de Vernon, de ses dettes envers Silas Drummond, l'unique usurier qui tenait l'arrière-salle du Silver Dollar Saloon. Environ 600 $, avec des intérêts composés chaque semaine. Il a essayé de la voler. La voix de Béatrix était tendue de rage. Et quand il n'a pas trouvé le moyen de le faire discrètement, il a décidé de l'abandonner, la laisser mourir de froid, récupérer l'argent de toute façon, en tant qu'oncle en deuil. La porte arrière s'ouvrit. Doc Garrett entra sans frapper, comme le font les vieux amis, en secouant la neige de ses bottes. Il s'arrêta quand il vit leur visage. Que s'est-il passé? Sam lui tendit la lettre. Le médecin la lut, son visage buriné s'assombrissant. Vernon a déposé quelque chose de matin. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je l'ai vu au tribunal avec son avocat. Quel genre de document? Une requête pour liquider le fonds fiduciaire. Il prétend que Cora ait accumulé des dettes sous sa garde, des frais médicaux,
des frais de scolarité, des frais de logement et de nourriture. Il dit que l'argent doit être accessible immédiatement pour régler les comptes. Sam frappa la table si fort que les moules à peine en tremblèrent. Il a 6 semaines, peut-être 8, avant qu'un juge examine cette requête. S'il obtient la tutelle avant cela, il prendra tout, conclut Miguel. Chaque centime que Joshua avait économisé pour sa fille. Cora sentit le poids de tous leurs regards tournés vers elle. 18 000 $, elle ne pouvait pas imaginer une telle somme d'argent. Elle ne pouvait pas imaginer ce qu'elle pouvait acheter ou ce qu'elle représentait, mais elle comprenait l'expression sur leur visage. Elle comprenait que l'oncle Vernon avait essayé de la tuer pour cela. Le docteur Garrett resta tout l'après-midi à rédiger un rapport médical officiel de son écriture soignée. Il demanda à K de s'asseoir près de la lampe pendant qu'il examinait ses yeux, ses dents, les vieilles cicatrices sur ses pieds. Des gelures, dit-il en touchant les taches blanches sur ses orteils. Datant de plusieurs mois, voire plusieurs années, elles n'avaient pas été soignées correctement à l'époque. L'oncle Vernon disait que les médecins coûtaient trop cher. La voix de Cora était calme. Le médecin serra les mâchoires. « Petite, quand as-tu mangé un repas complet pour la dernière fois? Avant d'arriver ici, je veux dire. » Elle y réfléchit. Il y avait eu du ragoût pour Thanksgiving, mais oncle Vernon en avait mangé la plus grande partie. Il nota cela aussi. Il mesura sa taille, son poids, remarqua que ses vêtements étaient trop grands malgré la cuisine de Béatrice. Lorsqu'il eut terminé, il avait 3 pages de documentation. « C'est de la négligence, dit-il à Sam. Des preuves médicales de malnutrition prolongée et de blessures non soignées. Devant le juge Pritchard, cela a du poids, assez de poids pour l'emporter sur les liens du sang. Je ne sais pas, mais c'est un début. » Le docteur plia ses papiers. « Je vais présenter ça comme une déclaration sous serment. En attendant, tu dois comprendre à quoi tu fais face. Vernon a Cornelius Vance comme avocat. Ce serpent d'Helena qui est spécialisé dans les litiges successoraux. Et Vance ne perd jamais. » Après le départ du docteur, Beatrix sortit d'un abécédaire, du genre de ceux utilisés dans les écoles frontalières pour les enfants qui apprennent à lire. Elle le posa sur la table de la cuisine devant Cora. « Tu peux lire ça? » Cora regarda la page. Les lettres se confondaient, aussi dénuées de sens que des traces d'oiseaux dans la neige. La honte lui brûlait la poitrine. « Non, madame. » Le visage de Béatrix s'adoucit. « Ce n'est pas ta faute, mon enfant, mais nous devons savoir où nous en sommes. » Elle désigna le premier mot. « Connais-tu ne serait-ce qu'une seule lettre? » Cora secoua la tête. Oncle Vernon avait dit que l'école était une perte de temps. Les filles n'avaient pas besoin de savoir lire. Elles devaient juste savoir cuisiner, faire le ménage et se taire. Sam poussa un grognement de l'autre côté de la pièce. Lorsque Cora leva les yeux, son visage était crispé par une rage contenue. « Il t'a maintenu dans l'analphabétisme exprès, dit Sam. C'est plus facile à contrôler, plus facile à voler. » Béatrix toucha la main de Cora. « Nous avons 6 semaines avant l'audience. Si tu sais lire d'ici là, même un tout petit peu, cela prouvera que la tutelle de Sam fonctionne, que tu t'épanouis ici comme tu ne l'as jamais fait avec Vernon. Je peux apprendre. » L'espoir dans sa propre voix surprit Cora. « Tu peux apprendre. » Béatrix ouvrit le livre à la première page. « Nous commençons par ton nom. C, c'est la lettre par laquelle il commence, comme ceci. » Elle la traça avec son doigt. K copia le mouvement en ressentant la forme. La lettre qui commençait son nom. La lettre qu'elle n'avait jamais connue auparavant. 3 semaines passèrent. L'hiver s'intensifia, puis commença son lent, très lent recul. La glace sur l'abreuvoir s'amincit de 10 cm à 5 cm. Le soleil restait haut dans le ciel après 17 heures. Cora passait 2 heures chaque matin avec Béatrix à tracer des lettres dans le livre d'apprentissage, jusqu'à en avoir des crampes aux doigts. C-O-R-R-A-M-A-E. Des mots simples qui s'ouvraient comme des portes. Chat, chien, fils, chacun était une petite victoire. Miguel lui apprit à panser les chevaux, à nettoyer les étables, à transporter de l'eau sans en renverser. Il lui montra comment fonctionnait le ranch, le rythme quotidien des repas, des contrôles et des réparations qui permettaient de faire fonctionner les 2000 acres pendant l'hiver. Et Sam lui apprenait autre chose. Comment lire les registres, comment suivre les stocks, comment comprendre les chiffres qui faisaient la différence entre la prospérité et la ruine. « Ton papa et moi avons construit ce ranch ensemble, » lui dit-il un soir. Le livre de comptes était ouvert entre eux.
Nous avons commencé avec 300 têtes de bétail et c'est un rêve. Aujourd'hui, nous en avons 2 400. Cela représente environ 43 000 à quelques dollars près. Cora fixait les chiffres. Elle ne savait pas encore lire tous les mots, mais elle comprenait les colonnes. L'argent qui rentrait, l'argent qui sortait, le suivi minutieux de chaque transaction. Pourquoi me montres-tu cela? Parce que tu auras besoin de le savoir. La voix de Sam était calme. Quand tu te présenteras devant le juge Pritchard, tu devras lui montrer que tu n'es pas un enfant sans défense. Tu es la fille de Joshua Dalton. Tu es intelligente et compétente et tu mérites mieux que ce que Vernon t'a donné. Cette nuit-là, Cora s'entraîna à écrire son nom jusqu'à ce que la bougie soit presque consumée. C-O-R-A-M-M-A-E-D-E-L-T-O-N. 20 lettres qui prouvaient qu'elle existait, qui prouvaient qu'elle comptait. Elle s'endormit avec de l'encre sur les doigts et de l'espoir dans le cœur. Par un matin gris de fin janvier, Miguel revint de la ville, le visage impassible. Il trouva Sam dans le bureau de l'écurie, occupé à passer les commandes de fourniture pour le printemps. « Patron, tu dois écouter ça. » Sam leva les yeux. Vernon était au Silver Dollar hier soir, ivre et parlant fort. Oh, Miguel sortit un morceau de papier de sa poche, un jeton de jeu. Le barman m'a donné ça. Il m'a dit que je devrais le montrer à Sam avant que ça ne disparaisse. Sam prit le jeton, le lut et son visage se figea. 600 $ à Silas Drummond. Daté d'il y a 2 semaines, il y a plus. La voix de Miguel était sombre. Le barman dit que Vernon a essayé de le convaincre d'être témoin d'une demande de prêt de tutelle. Il voulait emprunter sur le fonds fiduciaire de Cora. Utiliser les 18 000 $ comme garantie. Le barman a signé? Non. Il a dit à Vernon d'aller au diable. Miguel changea de position. Mais patron, Vernon est désespéré. Il doit de l'argent à Drummond qu'il n'a pas, et Drummond n'est pas un homme patient. Ce fonds fiduciaire est la seule chose qui sépare Vernon d'une tombe peu profonde dans les bois. Sam se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, Cora aidait Béatrice à étendre le linge, riant de quelque chose. Le premier vrai rire que Sam avait entendu de sa part. « Nous documentons tout, dit Sam, chaque élément de preuve que nous pouvons trouver. Les dossiers médicaux du docteur, vos jetons de jeu, les rapports sur les progrès de Beatrix en lecture et écriture. Nous noyons Vernon sous la paperasse. Et si cela ne suffit pas, alors nous prions pour que le juge Pritchard se soucie davantage de la justice que du sang. » Miguel resta silencieux pendant un moment. Puis, « Patron, vous savez ce que les gens disent en ville, n'est-ce pas? Je peux le deviner. Ils disent que ce n'est pas convenable. Un célibataire qui élève seul une jeune fille. Même avec Béatrix ici, ils en parlent. » Les mains de Sam se crispèrent sur le cadre de la fenêtre. « Laisse-les parler. Les ragots se transforment en témoignages. Si cela va jusqu'à l'audience, Vance s'en servira pour te présenter comme inapte. Alors nous leur montrerons l'alternative. » Sam se détourna de la fenêtre. « Nous leur montrons ce que Vernon a fait, ce qu'il aurait fait, et nous laissons le juge décider quel genre d'homme devrait élever la fille de Joshua Dalton. » Dehors, Cora pliait une feuille avec une concentration minutieuse, la langue entre les dents. Elle leva les yeux, vit Sam qui la regardait et lui fit signe. Il lui rendit son salut, sachant que le combat qui les attendait coûterait plus cher que ce qu'aucun d'entre eux ne voulait payer. La réunion paroissiale du premier dimanche de février était le genre de rassemblement où les réputations se faisaient ou se défaisaient. Tous les éleveurs, les commerçants et leurs familles se pressaient dans le bâtiment blanchi à la chaux, puis se répandaient sur les marches pour prendre un café et échanger des potins qui comptaient plus que n'importe quel sermon. Sam avait amené Cora, sa première apparition publique depuis qu'il l'avait recueillie. Les chuchotements avaient commencé avant même qu'il n'atteigne la porte. Beatrix marchait de l'autre côté de Cora, le menton levé, défiant quiconque de faire des commentaires. Mais les commentaires vinrent quand même, juste assez discrets pour prétendre qu'ils n'étaient pas destinés à être entendus. C'est la fille de Dalton qui vit chez Holloway. Juste eux trois. Un célibataire qui élève un enfant. Ce n'est pas naturel. La main de Cora trouva celle de Sam. Il la serra une fois fermement et continua à marcher. À l'intérieur, le révérend Patterson avait déjà commencé son sermon depuis 10 minutes. Ils se glissèrent dans un banc à l'arrière. Le regard du révérend les trouva, s'arrêta, puis continua avec son texte. Mais quelque chose dans son ton avait changé.
La famille est le fondement de la société chrétienne, dit-il, sa voix portant dans la salle bondée. Le père, la mère, les enfants, liés par le sang et bénis par Dieu. Nous devons honorer l'ordre naturel, respecter les liens qui nous unissent à nos proches. Le visage de Béatrix se durcit comme de la pierre. Le sermon se poursuivit dans cette veine pendant encore 20 minutes. Les liens du sang, la loyauté familiale, le devoir sacré de prendre soin de ses proches. Chaque mot semblait être une flèche. Lorsqu'ils se levèrent enfin pour le chant de clôture, Cora pouvait sentir les regards posés sur son dos comme un poids physique. L'exode qui suivit fut pire encore. Les gens se regroupaient en petits groupes, les conversations s'interrompant lorsque Sam s'approchait. Les commerçants, qui lui faisaient toujours un signe de tête, trouvaient désormais une raison de détourner le regard. Seules les familles d'éleveurs, celles qui travaillaient leur propre terre et savaient ce que signifiait une journée de travail honnête, croisaient son regard. Les dames de l'Église convergeaient comme des vautours sur une carcasse, menées par Margaret Henderson, la femme du banquier, avec un sourire aussi tranchant que le vent hivernal. Monsieur Holloway, elle se plaça directement sur leur chemin. Nous n'avons pas été présentés comme il se doit à votre invité. Voici Cora May Dalton, la fille de Joshua Dalton. Oui, nous en avons entendu parler. Le regard de Margaret parcourut Cora avec le genre d'évaluation que l'on réserve au bétail lors d'une vente aux enchères. Pauvre chérie, perdre son père si jeune, puis son oncle qui se trouve incapable de s'occuper d'elle. Quelle tragédie! Son oncle l'a abandonnée dans une gare où elle risquait de mourir de froid. La voix de Sam était calme. Ce n'est pas une tragédie, c'est une tentative de meurtre. Les femmes autour de Margaret poussèrent des cris de surprise, celles qui n'étaient en réalité pas choquées du tout. C'est une accusation grave, Boise. Margaret dit, Vernon Dalton est un membre respecté de cette communauté, un homme d'affaires, un parent pour cet enfant, un homme qui joue l'argent qu'il n'a pas et qui a essayé de voler le fonds fiduciaire d'une orpheline. La voix de Béatrice aurait pu couper du verre. Mais continuez à parler de respect, Margaret. Le sourire de Margaret ne faiblit pas. Je me soucie simplement des convenances, une jeune fille vivant avec un célibataire. Même en votre présence, Milo Holloway. Eh bien, les langues vont aller bon train. Qu'elles aillent, bon train ailleurs. Sam fit un pas pour la contourner. Mais Margaret n'avait pas fini. Le juge Pritchard est un homme pieux, Monsieur Holloway. Il accorde de l'importance à la morale chrétienne et à une structure familiale convenable. Vous devriez y réfléchir avant que cette situation ne devienne permanente. Elle s'éloigne, suivie par son troupeau. Cora sentit la main de Sam se resserrer sur son épaule. « Ne les écoute pas, dit-il doucement. » Mais Cora avait entendu la vérité derrière ces mots. Elle avait vécu 11 ans à apprendre à lire entre les lignes, et ce qu'elle avait entendu était clair. La ville se retournait contre eux. La convocation arriva 2 jours plus tard. Le shérif Keane la remit en main propre. Il semblait mal à l'aise en remettant le document officiel à Sam. « Le juge veut vous voir dans son bureau aujourd'hui, si vous le pouvez. » Le bureau du juge Amos Pritchard sentait le tabac à pipe et le cuir vieilli. Le juge était assis derrière un bureau couvert de documents juridiques, le visage buriné et impénétrable. L'avocat de Vernon, Cornelius Vance, se tenait à côté, un homme mince aux cheveux gominés et au sourire acéré. « Monsieur Holloway, merci d'être venu. » Pritchard lui indiqua une chaise. « Nous avons des choses à discuter. » Sam s'assit. Béatrice avait voulu venir, mais la convocation précisait que seul Sam était attendu. Vance ouvrit un étui en cuir et en sortit des papiers. « Votre honneur, j'ai déposé une requête au nom de mon client, M. Vernon Dalton, concernant la tutelle de sa nièce Cora May Dalton. Je suis au courant. » La voix de Pritchard était sèche. « J'ai lu votre requête, M. Vance. Les 43 pages. Alors vous comprenez la situation. M. Dalton est l'oncle biologique de l'enfant selon la loi territoriale. Je sais lire la loi, maître. » Pritchard l'interrompit. « Ce que je veux savoir, c'est pourquoi nous précipitons les choses. L'enfant est avec M. Holloway depuis 6 semaines. Elle est en sécurité, nourrie et, de la vie générale, épanouie. La manière dont elle est prise en charge n'est pas le problème. Le sourire de Vance était professionnel, vide. Le problème, c'est l'autorité légale. M. Holloway n'a aucun droit. Il a en fait kidnappé la pupille de mon client. C'est un mensonge éhonté, commença Sam. Pritchard leva la main. « Laissez-le finir, continua Vance d'un ton suave.
De plus, votre honneur, il y a des inquiétudes quant au bien fondé de cet arrangement. Un célibataire vivant seul avec une préadolescente, même en présence de sa sœur. Cette situation nuit à la réputation de l'enfant et à la position de M. Holloway au sein de la communauté. Mais la communauté s'en charge très bien toute seule, dit Sam, avec l'aide de votre client qui répand des ragots. Monsieur Holloway, la voix de Pritchard était menaçante. Nous ne sommes pas encore dans une salle d'audience. Et Vance posa un autre document sur le bureau. De plus, mon client s'inquiète au sujet du fonds fiduciaire de l'enfant. Mason. Holloway agit peut-être dans l'intérêt de la jeune fille, mais il n'a aucune autorité légale pour prendre des décisions concernant ses actifs financiers. Sam sentit son estomac se nouer. Je n'ai pas touché à cet argent. Pas encore. Le sourire de Vance s'élargit. Mais vous pourriez le faire, et sans contrôle juridique approprié, rien ne vous empêche de le faire. L'accusation flottait dans l'air comme de la fumée. Pritchard examina les documents devant lui, le visage impassible. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix était prudente. Mademoiselle Vance, vous me demandez de retirer une enfant d'un foyer où elle s'améliore manifestement et de la renvoyer chez un tuteur qui, selon ses rapports médicaux du Dr. Garrett, l'a précédemment négligée. C'est une demande importante. Je vous demande de respecter la loi territoriale. Vance se pencha en avant. Les liens du sang ont la priorité. Ce n'est pas mon opinion, votre honneur. C'est la loi. La loi autorise des exceptions lorsque les liens du sang sont jugés inappropriés. Alors, laissez M. Holloway le prouver devant le tribunal avec des preuves qui répondent aux normes légales. La voix de Vance était assurée. Mon client est prêt à défendre sa réputation et sa demande de tutelle devant n'importe quel tribunal. Pritchard resta silencieux pendant un long moment. Puis il sortit son agenda. Le 15 mars, à 10 heures, audience complète sur la tutelle et l'administration du fonds fiduciaire. Sam sentit son cœur se serrer. C'est dans 6 semaines. C'est ce que permet le calendrier du tribunal. Pritchard le regarda par-dessus ses lunettes. Monsieur Holloway, jusqu'à cette audience, Corm reste où elle est. Mais comprenez bien ceci. Je statuerai selon la loi, pas selon mes sentiments. Si vous voulez obtenir la garde permanente, vous devrez prouver que Vernon Dalton est moralement inapte selon la définition de la loi. La barre est haute, et la requête concernant le fonds fiduciaire qui sera examinée en même temps. Pritchard ferma le dossier. Monsieur Vance, votre cliente ne doit pas approcher l'enfant ni la propriété de Monsieur Holloway. Tout contact doit passer par les voies officielles. Compris. Vance acquiesça, mais son sourire indiquait qu'il avait déjà gagné. À l'extérieur du palais de justice, Sam se tenait dans l'air froid de février, la convocation pesant lourdement dans la poche de son manteau. 6 semaines. 6 semaines pour monter un dossier suffisamment solide pour surmonter les liens du sang et la loi dans une ville qui avait déjà pris sa décision. Il pensa à Cora qui s'entraînait à écrire à la lueur d'une bougie. Il pensa à son rire lorsque Miguel lui apprenait à compter en espagnol. Il pensa à la façon dont elle avait commencé à croire que cette chaleur pourrait durer. 6 semaines pour prouver que la famille n'était pas toujours une question de liens du sang. Cela devrait suffire. La veille de l'audience, Cora était assise à la table de la cuisine, une bougie brûlant faiblement et une feuille de papier devant elle. La langue pressée entre les dents, concentrée, traçant les lettres lentement, un trait après l'autre. La petite fille avait trouvé le chemin de la maison. Elle avait lu cette phrase dans son abécédaire 2 semaines auparavant. Maintenant, elle l'écrivait elle-même. Les lettres n'étaient pas parfaites. Le G était mal incliné et le I trop long, mais c'était des siennes. Des mots qu'elle avait écrits de sa propre main. Béatrice revint après avoir vérifié le fourneau, vit ce que Cora avait écrit, et son visage exprima une émotion complexe. « Lis-moi ça », dit-elle doucement. Cora lut les mots à voix haute, d'une voix calme. Quand elle eut terminé, Béatrice la serra dans ses bras qui sentaient la pâte à pain et le savon à la lavande. « Ton papa serait si fier. »« Tu crois que le juge s'en souciera ?» demanda Cora. « Qu'il sache que je sais lire maintenant. » Je pense que cela prouve quelque chose que Vernon n'a jamais voulu prouver. Béatrice la tint à bout de bras. « Que tu es intelligente et capable, et que tu mérites mieux que ce qu'il t'a donné. » Sam apparut dans l'embrasure de la porte, Miguel derrière lui. Les 2 hommes avaient l'air d'avoir discuté de choses sérieuses dans la grange. « Montre à Sam ce que tu as écrit, » dit Béatrice. Cora brandit le papier, soudainement timide. Sam le prit,
le lut attentivement, puis la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Il y a 12 semaines, tu ne savais même pas écrire ton nom. Béatrice m'a appris. Non. Sa voix était ferme. Béatrice t'a montré comment faire. C'est toi qui as appris. C'est tout toi, Corey, Ed. Il posa le papier, puis sortit un document plus grand de son manteau. La lettre du fonds fiduciaire de la compagnie minière. Tu peux lire ça? Cora le prit et prononça les mots difficiles. Montana Territorial Bank, Helena, acquis de droit. Cette lettre confirme que la somme de 18 000 $, elle buta sur le mot « recette », mais comprit le reste. Oh, a été déposée en fiducie pour Mademoiselle Cora May Dalton. 18 000 $, Sam répéta. Tu comprends ce que cela signifie maintenant? Elle acquiesça. C'est ce que papa m'a laissé pour quand je serai grande. Et si Vernon obtient la garde, il le prendra. Elle le dit comme une évidence, comme on dirait que le soleil se lève ou que l'eau est mouillée. C'est pour ça qu'il veut que je revienne, pas parce qu'il se soucie de moi. Miguel poussa un soupir d'approbation. Elle est intelligente. Sam échangea un regard avec Béatrice. Lors de l'audience demain, le juge Pritchard pourrait vous poser des questions. Il pourrait vous demander de lire quelque chose pour prouver votre niveau d'éducation. Seriez-vous prête à le faire? Cora eut un serrement d'estomac. L'idée de se tenir devant tous ces gens, les dames de l'église qui chuchotaient, les marchands qui détournaient le regard, oncle Vernon, avec son sourire vide, lui donnait envie de se cacher sous la table. Mais elle pensa alors au livre d'apprentissage, à la façon dont les lettres avaient cessé d'être des gribouillis sans signification pour devenir des mots qui lui donnaient le pouvoir de lire son propre nom. « Je vais le faire, dit-elle. Si ça peut t'aider, ça peut t'aider. » Sam sortit un autre papier de sa poche. Celui-ci était couvert de chiffres et de colonnes. C'est le registre du ranch, le décompte du bétail au printemps. Pouvez-vous me dire ce que signifie ce chiffre? Cora regarda l'endroit qu'il lui indiquait. De 1,87. Et celui-ci? 18 $. Multipliez-les. Elle fit le calcul de tête. Miguel lui avait appris à compter en même temps que l'espagnol. 43 sur temps exactement. La voix de Sam trahissait une fierté discrète. C'est la valeur nette du ranch, la preuve que je suis suffisamment stable financièrement pour subvenir à vos besoins. L'avocat de Vernon va prétendre que je ne suis pas apte, que je ne suis qu'un célibataire sans expérience dans l'éducation des enfants. Ces chiffres prouvent le contraire. Miguel a ajouté, « Nous avons pris des photos du bétail, nouvelle technologie. Le tribunal territorial les accepte désormais comme preuve. Cela montre que nous n'inventons pas ces chiffres. » Béatrix travaillait sur quelque chose au comptoir. Elle est revenue avec un dossier, l'a ouvert pour montrer des tableaux détaillés retraçant les progrès de Cora, les dates, les leçons terminées, les évaluations du niveau de lecture, 12 semaines d'amélioration documentées. Cela prouve l'aptitude du tuteur. Béatrix a dit que Vernon t'avait maintenu dans l'analphabétisme pendant 11 ans. Sam s'occupe de toi depuis 12 semaines et tu lis déjà au niveau de la 3e année. Ce contraste est plus éloquent que n'importe quel argument que nous pourrions avancer. K toucha les tableaux, voyant sa propre progression retracée dans l'écriture soignée de Béatrix. C'était une preuve. La preuve qu'elle n'était ni stupide, ni lente, ni inutile, comme l'avait toujours dit oncle Vernon. La preuve que, si on lui en donnait la chance, elle pouvait tout apprendre. Et si cela ne suffisait pas, la question sortit plus faiblement qu'elle ne l'aurait voulu. Les adultes échangèrent des regards. « Alors, nous nous battrons plus fort, tardy quand même. Mais Cora, tu dois comprendre quelque chose. Le juge Pritchard est lié par la loi. La loi territoriale stipule que les liens du sang priment, sauf s'il est prouvé qu'ils sont inaptes. C'est un obstacle difficile à surmonter. Qu'est-ce qui rend quelqu'un inapte? Négligence, maltraitance, corruption morale, irresponsabilité financière. Miguel les énuméra sur ses doigts. Nous avons des preuves pour les 4, mais Vernon et Cornelius Vance, cet homme pourrait faire passer l'eau pour de la glace. Et il a la ville de son côté, ajouta Béatrix, la voix tendue, ou du moins suffisamment pour que cela ait de l'importance. Ces dames de l'Église ont répandu des ragots, disant qu'il était inapproprié que tu sois ici, que les motivations de Sam ne sont pas pures. Ce sont des conneries, excuse mon langage, mais ça sème le doute. K avait entendu les rumeurs. Elle n'était pas stupide. Elle savait ce que les gens pensaient quand ils voyaient un éleveur célibataire accueillir une jeune fille. Peu importe que Béatrice soit là.
Peu importe que Sam ait toujours été correct et gentil. Les gens voyaient ce qu'ils voulaient voir. Alors, que faisons-nous? Sam s'agenouilla à côté de sa chaise, la mettant à la hauteur de ses yeux. Nous disons la vérité. Nous montrons les preuves. Nous prouvons que tu t'épanouis ici comme tu ne l'as jamais fait avec Vernon. Et nous avons confiance que le juge Pritchard se soucie davantage de ton bien-être que de ce que pensent les commères. Et s'il ne le fait pas, le visage de Sam était sombre. Alors je trouverai autre chose. Mais Corm, je veux que tu saches quelque chose. Ton papa était mon partenaire, mon ami. Le jour où il est mort dans l'effondrement de la mine, je me suis fait une promesse. Si quelque chose lui arrivait, je m'occuperais de sa famille. Je n'ai pas réussi à le garder en vie. Ce n'était pas ta faute, l'interrompit Cora. Peut-être pas, mais je peux tenir cette promesse. Ses mains étaient fermes sur ses épaules. Je ne laisserai pas Vernon t'emmener. Je ne le laisserai pas voler ton avenir. Quoi qu'il en coûte, quoi que je doive faire, tu resteras ici. C'est une promesse. Cora jeta ses bras autour de son cou et le serra fort. Il sentait le cuir, le cheval et le tabac qu'il fumait parfois le soir. Il sentait la sécurité. « Merci », murmura-t-elle. Quand elle se recula enfin, Béatrice s'essuyait les yeux avec son tablier et Miguel regardait attentivement le plafond. « Très bien », dit Sam d'une voix rauque. « Va dormir. Demain, nous montrerons au juge ce qu'est la justice et pas mon. » Mais alors que Cora montait les escaliers vers sa chambre, elle entendit les adultes parler à voix basse dans la cuisine. Elle entendit l'inquiétude qu'ils lui avaient cachée. Elle entendit Sam dire « Si ça tourne mal, je ne sais pas ce que nous ferons. » Elle pressa sa main contre la montre de poche dans le tiroir de sa table de chevet. La seule chose que l'oncle Vernon n'avait pas réussi à lui prendre. La gravure était usée, mais elle l'avait tracée tant de fois qu'elle en connaissait chaque courbe par cœur. Pour Sam Holloway, partenaire en tout, papa lui avait fait confiance. Cela devrait suffire. Le magasin général sentait les grains de café et l'huile à lampe lorsque Sam y entra 3 jours avant l'audience. Il avait besoin de fils de fer et de clous. Les réparations printanières ne pouvaient pas attendre les batailles juridiques. La clochette au-dessus de la porte tinta et les conversations s'arrêtèrent comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. 4 hommes se tenaient au comptoir. 3 se détournèrent. Le 4e, Tom Brenner, qui dirigeait l'usine d'aliments pour animaux, croisa le regard de Sam pendant une demi-seconde, puis trouva quelque chose de fascinant dans ses bottes. Sam se dirigea vers le comptoir. George Patterson, le propriétaire du magasin, continuait à polir un bocal qui était déjà propre. « Il me faut 18 mètres de fil de fer pour clôture, » dit Sam, « et 2 à 5 kilos de clous. » Patterson ne leva pas les yeux. « Nous n'en avons peut-être plus. Je peux voir le fil de fer d'ici, George. Il est réservé pour un autre client. » L'atmosphère dans le magasin devint pesante. Sam garda un ton calme. « Vous me vendez des fournitures depuis 15 ans et je vous en achèterai encore. Mais pas aujourd'hui. » Patterson finit par croiser son regard et Sam n'y vit aucune malveillance. C'était de la peur. « J'ai une entreprise à gérer. Sam ne peut pas se permettre de prendre parti. » Il ne s'agit pas de prendre parti. Il s'agit d'un enfant. Il s'agit des droits familiaux de Vernon Dalton. C'est ce que dit l'un des hommes au comptoir, Ed Hoskins, qui devait de l'argent à Vernon. Encore et tout de la mais un homme a des droits sur sa propre chair et son sang. Vous gardez cette fille chez vous. Il n'y a aucune femme convenable à part votre sœur. Les gens parlent. Qu'ils parlent. Le juge Pritchard écoute ce que les gens disent. La voix d'Ed trahissait la suffisance d'un homme qui répète l'argument de quelqu'un d'autre. Les gens respectables s'inquiètent. Un célibataire et une jeune fille sous le même toit. Ce n'est pas chrétien. Sam serra les poings. Miguel l'avait prévenu. Il lui avait dit de garder son calme, de ne pas donner d'arguments à l'avocat de Vernon, mais l'injustice de la situation le brûlait comme de l'acide. Cette fille avait été laissée dehors, à geler sur le quai de la gare la veille de Noël, par l'homme que vous défendez. Où étaient vos préoccupations chrétiennes à ce moment-là? Vernon a pris des dispositions. Vernon l'a laissée avec $1, 14 cents dans un mensonge sur un ticket prépayé. La voix de Sam s'est calmée, ce qui la rendait plus dangereuse. Et vous voulez la lui rendre parce que je ne suis pas marié. C'est votre mesure de la moralité. Patterson s'est éclairci la gorge. Sam, s'il vous plaît, revenez la semaine prochaine après l'audience, quand les choses seront réglées. Sam les regarda tour à tour. Il vit qu'ils évitaient son regard. Il vit la lâcheté déguisée en bienséance.
Il sortit sans le micro. Miguel l'attendait près du chariot, le visage sombre. Il l'avait entendu d'assis. La ville avait fait son choix. La moitié de la ville. La moitié qui doit de l'argent à Vernon ou qui craint son avocat. Miguel grimpa sur le siège du conducteur. L'autre moitié est avec toi, mais elle se tait. Ils roulèrent en silence pendant 1 kilomètre. Puis Miguel dit, « Patron, il y a quelque chose que tu devrais savoir. » Sam attendit. Béatrice a trouvé quelque chose dans la montre de poche que Cora avait sur elle. Quel genre de chose? Il vaut mieux qu'elle te le montre. De retour au ranch, Béatrice avait posé la montre de poche sur la table de la cuisine comme un instrument de chirurgien. Elle l'avait nettoyé, dit-elle. Remarquez que le loquet arrière était bizarre, comme s'il y avait un deuxième loquet en dessous. Joshua était doué pour les choses mécaniques, dit-elle. Tu te souviens de comment nous avons installé ce système de pompage pour le pâturage nord? Sam acquiesça. Regarde ça. Elle appuya sur le loquet principal, puis sur un endroit caché près de la charnière. Le couvercle s'ouvrit normalement, mais un deuxième compartiment se déplia de l'intérieur, si fin que Sam n'avait pas remarqué son existence. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier plié en petits et scellé à la cire. Le sceau de Joshua avec les initiales JD était imprimé dans de la cire rouge qui avait noirci avec le temps. Les mains de Sam tremblaient lorsqu'il brisa le sceau. Le papier craqua lorsqu'il le déplia. L'écriture de Joshua était crispée et pressante. La lettre était datée d'1 semaine avant l'effondrement de la mine qui l'avait tué. À qui de droit? Si je venais à mourir avant que ma fille Cora n'atteigne l'âge adulte, je déclare par la présente mes souhaits concernant sa tutelle. Samuel Holloway, du ranch Broken Creek, est l'homme à qui je confie sa vie et son avenir. Pas mon frère Vernon. Jamais Vernon. Vernon Dalton a fait preuve d'une faiblesse morale, d'une irresponsabilité financière et d'un caractère inadapté à l'éducation d'un enfant. Il joue, il boit, et il considère sa famille comme un capital à exploiter plutôt que comme des personnes à chérir. Sam Holloway était mon partenaire en toutes choses. Il est honnête, stable et capable d'offrir à ma fille le foyer stable qu'elle mérite. Je lui fais confiance comme je n'ai fait confiance à aucun autre homme. Si des questions se posent au sujet de la tutelle, Amos sait quel genre d'homme est Sam. Il comprendra. Signé Joshua Dalton, 10 janvier 1889. Sam le lut 2 fois, sa vision se brouillant à la 3e lecture. Amos, dit doucement Beatrix. Le juge Amos Pritchard. Ils se connaissaient, ils avaient servi ensemble pendant la guerre. La voix de Sam était rauque. Joshua n'en parlait pas beaucoup, mais je savais qu'ils avaient été à Shiloh. C'était une bataille terrible. Miguel se pencha pour lire. Cela change tout. Ce n'est plus seulement ta parole contre celle de Vernon. Ce sont les souhaits exprimés par écrit par Joshua avec le nom d'un juge. Mais cela tiendra-t-il devant un tribunal? L'esprit d'avocate de Beatrix était déjà à l'œuvre. Il n'y a pas ce détournement. Il est caché dans une montre. Vance pourrait faire valoir qu'il n'est pas juridiquement contraignant. Il n'a pas besoin d'être juridiquement contraignant. Sam a dit qu'il devait juste être vrai. Il regarda la signature, se souvenant de la main de Joshua formant ces lettres, se souvenant de l'homme qui avait construit ce ranch à ses côtés, qui lui avait fait confiance pour tout ce qui comptait. La lettre mentionne spécifiquement Amos, fit remarquer Miguel. Le juge Pritchard, ce n'est pas un hasard. Sam retourna le papier à la recherche d'autres inscriptions. Il trouva une seule ligne au dos, écrite avec une encre différente, comme si elle avait été ajoutée plus tard. Amos sait que je l'ai porté sur 3 kilomètres à Shiloh, avec une mini-balle dans la colonne vertébrale. Il sait ce que signifie une promesse. La cuisine devint silencieuse. Joshua ait sauvé la vie du juge. Beatrix a dit pendant la guerre. Sam sentit quelque chose changer. Pas tout à fait de l'espoir, mais presque. Un homme n'oublie pas cela, et un homme comme Pritchard honorera cette dette, à moins que la loi ne lui laisse pas le choix. La voix de Miguel était prudente. La loi sur les liens du sang est claire. Même avec la lettre de Joshua, même si le juge lui doit la vie, si la loi dit que Vernon obtient la garde, Pritchard n'aura peut-être pas la possibilité de statuer autrement. Alors nous créerons cette possibilité. Sam plia la lettre. Nous la montrerons à l'audience. Nous laisserons le juge voir les véritables souhaits de Joshua. Et nous espérons qu'un homme qui a été sauvé par Joshua Dalton honorera la dernière volonté de son ami. Beatrix toucha la montre, passant son doigt sur la gravure.
Joshua l'avait caché pour une raison. Il savait que Vernon pourrait contester la garde. Il avait prévu cela. Il avait prévu que je protège sa fille. Sam serra les mâchoires. Et c'est exactement ce que je vais faire. À travers la fenêtre, Cora aidait aux tâches du soir, portant de l'eau aux chevaux, avec une concentration attentive. Elle avait pris 5 kilos depuis Noël. Elle avait appris à lire. Elle avait commencé à rire sans regarder par-dessus son épaule. Plus que 3 jours avant l'audience. 3 jours pour se préparer à un combat qui déterminerait si la fille de Joshua Dalton aurait l'avenir que son père voulait pour elle ou celui que la cupidité de Vernon exigeait. Sam mit la lettre dans la poche de son manteau, près de son cœur. « Finissons-en, dit-il. » La veille de l'audience, Vernon Dalton se rendit seul au ranch. Poste de Marshall cette fois-ci, et un il passerait pas d'avocat, juste un homme qui sentait le whisky et dont les yeux reflétaient le désespoir. Sam réparait la clôture du pâturage nord lorsque Miguel arriva au galop, le visage tendu et l'air menaçant. Vernon est à la maison. Il parle à Béatrice à travers la porte. Elle ne le laisse pas entrer, mais Sam était déjà en mouvement, éperonnant son cheval vers la maison. L'animal sentit son urgence et courut à toute vitesse, ses sabots projetant de la boue du sol en dégel. Il arriva au ranch et trouva Vernon sous le porche, Béatrice bloquant la porte avec un fusil dans les bras. Le visage de Cor était visible à la fenêtre derrière elle, pâle et effrayé. « Sortez de ma propriété », dit Sam d'une voix forte qui traversa la cour. Vernon se retourna et Sam vit quelque chose qu'il n'avait pas prévu. L'homme avait l'air creusé, les yeux enfoncés, les mains tremblantes, et une odeur de whisky bon marché émanait de lui par vagues. « Je veux juste parler, Samuel, Manto Man. Nous n'avons rien à discuter. Si, nous avons quelque chose à discuter. » Vernon descendit les marches, prudent comme s'il marchait sur de la glace. « Je suis prêt à te faire une offre. » Sam mit pied à terre, gardant le cheval entre eux. « Quel genre d'offre? » Vernon sortit un papier plié de son manteau. « Je retirerai ma demande de tutelle. Tu me céderas tous tes droits parentaux. Tu pourras garder Cormay Razor en toute légalité. » Le silence s'éternisa. Miguel s'était redressé, se positionnant en angle. Béatrice n'avait pas bougé de la porte. « En échange de quoi? » demanda Sam, même s'il connaissait déjà la réponse. « 2000 $. Le sourire de Vernon était faible. Rien à voir avec son assurance habituelle. « En espèces. Signez les papiers, donnez-moi l'argent, et je m'en vais. Je quitte le territoire du Montana. Vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Vous vendez votre nièce. Je suis pragmatique. » La voix de Vernon se fit défensive. « Elle est mieux avec vous. Je le vois bien. Mais j'ai des dettes, Sam, des dettes importantes. Silas Drummond n'est pas un homme patient et je lui dois 600 $ avec les intérêts. Il me menace de choses que je ne peux pas me permettre. Vous auriez dû y penser avant de jouer. Je sais. » Les mains de Vernon tremblaient tandis qu'il tendait le papier. « Je sais que je suis un bon à rien. Je sais que j'ai failli à ma responsabilité envers la fille de Joshua. Mais de cette façon, tout le monde y gagne. Cora aura un bon foyer, vous obtiendrez la garde légale et je pourrai continuer à respirer. C'est équitable, non? » Sam regarda l'homme, vit la peur derrière le désespoir, vit un lâche qui avait essayé de tuer un enfant pour de l'argent et qui essayait maintenant de vendre ce même enfant pour survivre. « Non! » Vernon cligna des yeux. « Quoi? J'ai dit non! » La voix de Sam était neutre. « Sortez de ma propriété. Mais vous seriez gagnant. La garde légale, pas de bataille judiciaire, tout serait réglé proprement. » Vernon fit un pas en avant. « Tous les 1000 $, ce n'est rien pour un homme avec votre fortune. Vous pourriez... » « Non, » Sam l'interrompit. « Vous voulez savoir pourquoi? Parce que cette petite fille là-haut nous regarde. Elle mérite mieux que d'être achetée et vendue comme du bétail. Elle mérite la justice. Elle mérite qu'un tribunal entende ce que vous lui avez fait et elle mérite de vous voir répondre de vos actes. » Le visage de Vernon se déforma. « Espèce de salaud moralisateur. Vous pensez que le juge sera de votre côté? Vance travaille sur cette affaire depuis des semaines. Il a convaincu la moitié de la ville que vous n'êtes pas apte. Un célibataire aux motivations douteuses qui garde une jeune fille isolée. Alors laissez le juge décider. Le juge suivra la loi. » La voix de Vernon devint méchante et la loi dit « Les liens du sang. Vous n'êtes personne pour cette fille. Juste l'ami de son père décédé qui joue les héros. »
Sam bougea alors si vite que Vernon trébucha en arrière. Miguel fut immédiatement là, la main sur le bras de Sam, le retenant. Du calme, patron, c'est ce qu'il veut. Sam réalisa que Miguel avait raison. Vernon resta là, avec ce sourire malsain qui revenait, et derrière lui, à la fenêtre du dortoir, Sam vit un mouvement. Quelqu'un qui observait, quelqu'un prêt à témoigner que Samuel Holloway avait agressé Vernon Dalton la veille de l'audience. « Sortez de ma propriété !» Sam prononça chaque mot séparément, clairement. Vernon recula vers son cheval. « Tu fais une erreur, Samuel. Je te propose une solution facile. Demain, dans cette salle d'audience, ça ne sera pas facile. Vance va te démolir. Il va te faire passer pour un prédateur. Il va faire passer cette petite fille pour une idiote. Et quand ce sera fait, j'aurai la garde de ce fonds fiduciaire et tu ne pourras rien y faire. On verra bien. » Vernon monta à cheval, ses mouvements étaient instables. « 2000 $, Sam. L'offre est valable jusqu'à demain matin. » Après ça, il sourit, et c'était le sourire d'un homme désespéré qui n'avait plus rien à perdre. « Après ça, tu regretteras de ne pas avoir accepté. » Il s'éloigna, se balançant sur sa selle. Miguel lâcha le bras de Sam. C'était un piège. Quelqu'un observait depuis le dortoir. « Je sais que tu l'aurais frappé. Je le sais. » Les poings de Sam étaient toujours serrés. Qui observait? Je n'ai pas bien vu. Mais Vernon a des yeux partout en ville. Des gens à qui il doit des services. Des gens qui lui doivent des services. Ça aurait pu être n'importe qui. Beatrix sortit, suivie de Cora. Le visage de la jeune fille était blanc. « J'ai entendu ce qu'il a dit à propos de me vendre. » Sam s'agenouilla à sa hauteur. « Tu n'es pas à vendre, Cora. Ni maintenant, ni jamais. Mais si le juge, alors nous ferons appel. Et si cela ne fonctionne pas, nous trouverons un autre moyen. Mais je ne paierai pas un centime à Vernon Dalton et je ne le laisserai pas s'en tirer sans répondre de ses actes. » La voix de Sam était ferme. Certaines choses ne s'achètent pas. La justice en fait partie. Cora jeta ses bras autour de son cou. Au-dessus de sa tête, Sam croisa le regard de Béatrice. Le visage de sa sœur était grave. « Il va s'en servir, » dit-elle doucement. À l'audience, il dira que tu as refusé un accord raisonnable par pure méchanceté, que tu prolonges l'incertitude de Cora pour satisfaire ton ego. Laisse-le dire, Sam, je suis sérieux. Il se leva, Cora tenant toujours sa main. Cet homme a essayé de tuer cet enfant. Il l'a laissé mourir de froid pour de l'argent. Et maintenant, il veut la vendre comme si elle était du bétail. Je ne le paierai pas, je ne le récompenserai pas, et je ne le laisserai pas disparaître sans que la vérité soit révélée. Miguel acquiesça lentement. Alors nous ferions mieux d'être prêts pour demain, car Vernon vient de nous montrer à quel point il est désespéré. Et les hommes désespérés font des choses dangereuses. Cette nuit-là, Sam resta éveillé tard dans le bureau du ranch, passant une nouvelle fois en revue les preuves. Les rapports médicaux du docteur, les tableaux d'alphabétisation de Beatrix, les jetons de jeu de Miguel, les registres du bétail, la lettre de Joshua. Cela devrait suffire. À travers la fenêtre, il pouvait voir la lampe de Cora encore allumée. Elle s'entraînait à lire. Il le savait, car il était passé la voir une heure plus tôt. Il l'avait trouvée avec son abécédaire ouvert, les lèvres remuant tandis qu'elle prononçait les mots. Elle méritait mieux que Vernon, mieux que la corruption, la cupidité et les hommes qui considéraient les enfants comme des actifs à exploiter. Elle méritait justice. Demain, il saurait si la justice était encore possible dans un tribunal territorial ou si seul le sang et la loi comptaient. Sam toucha la lettre de Joshua dans sa poche, sentant le papier froissé. « Je ne la laisserai pas tomber, » dit-il à la pièce vide. « Je le jure. » La lampe brûlait faiblement, et dehors, les derniers restes de glace de l'hiver fondaient sous l'effet du printemps. Le tribunal territorial était bondé. Tous les bancs étaient occupés. Les gens se tenaient debout le long des murs. L'air était chargé de la chaleur des corps, de la fumée de tabac et de l'odeur de la laine séchant après la pluie du matin. Sam n'avait jamais vu autant de monde se présenter à une audience de tutelle. Mais il ne s'agissait plus seulement d'une question de tutelle. C'était un spectacle. C'était la ville qui choisissait son camp. Le juge Amos Pritchard était assis derrière son banc, le visage sculpté dans le granit, ne laissant rien transparaître. Il avait une soixantaine d'années, des cheveux gris acier et des yeux qui avaient vu trop de morts pour être impressionnés par les simagrées juridiques.
Vernon était assis à la table du plaignant avec Cornelius Vance, l'air plus propre qu'hier. Sobre, respectable, l'image même d'un oncle inquiet. Sam était assis en face, avec Cora à ses côtés et Béatrice de l'autre côté. Miguel se tenait contre le mur du fond avec les autres ouvriers du ranch, des hommes qui avaient parcouru 19 kilomètres sous la pluie pour être là. Levez-vous tous, la voix du huissier coupa le murmure. La Cour territoriale est maintenant en session. L'honorable Amos Pritchard, président, le juge frappa une fois son marteau. Asseyez-vous. Affaire numéro 47, Dalton contre Holloway. Demande de tutelle et d'administration d'un fonds fiduciaire. Il regarda par-dessus ses lunettes les deux tables. Monsieur Vance, vous avez déposé cette requête. Présentez votre affaire. Vance se leva, lisse comme de l'huile. Votre honneur, il s'agit d'une simple question de droit territorial. Vernon Dalton est l'oncle germain de Cora May Dalton, orpheline depuis le décès de son père il y a 6 mois. En vertu de la loi, les parents germains au premier degré ont la priorité en matière de tutelle. Monsieur Holloway, bien qu'animé de bonnes intentions, n'a aucune qualité pour agir. Holloway a été nommé dans le testament de Joshua Dalton, dit Pritchard. Un testament qui n'a jamais été validé, votre honneur, et qui contient des dispositions relatives à la tutelle qui sont en contradiction avec la loi territoriale. La loi est claire. Les parents par le sang ont la priorité, sauf s'ils sont jugés moralement inaptes. Vance a appelé son premier témoin, un banquier qui a déclaré que Vernon avait un emploi stable. Un pasteur qui a déclaré que Vernon allait régulièrement à l'église. 2 commerçants qui ont affirmé que Vernon était un homme de bonne moralité, même s'il était parfois confronté à des difficultés financières. Vance a ensuite appelé Vernon lui-même à la barre. Vernon a pris place à la barre, son chapeau à la main, jouant le rôle de l'oncle affligé et bouleversé. Il a témoigné avoir recueilli Cora après la mort de Joshua. Il a raconté avoir lutté pour subvenir à ses besoins malgré ses moyens limités, avoir pris la décision difficile de la placer en institution lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas lui offrir la vie qu'elle méritait. Vance l'a incité à raconter l'incident de la gare, raconter à la cour ce qui s'est passé. J'ai organisé son transfert à l'orphelinat Sainte-Catherine. La voix de Vernon était calme, assurée, une excellente institution dirigée par de bonnes chrétiennes. J'ai payé le billet à l'avance, $3. J'ai laissé Cora à la gare avec le billet et des instructions claires. L'avez-vous abandonnée? Absolument pas. Je me suis assuré qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Si le guichetier n'a pas respecté l'accord de prépaiement, c'est sa faute, pas la mienne. Et c'était un mensonge si habile qu'il semblait presque vrai. Vance a continué. Et la tutelle actuelle de M. Holloway, cela vous inquiète-t-il? Oui. Le visage de Vernon s'est assombri. Samuel Holloway est célibataire. Il vit seul à l'exception de sa sœur, une jeune fille qui habite sous son toit. Ce n'est pas convenable. Les gens parlent, et même si je suis sûr que ses intentions sont bonnes, on peut s'interroger sur son aptitude à élever une enfant de sexe féminin. La salle d'audience murmura. Le juge Pritchard frappa son marteau. Silence. Vance céda la parole au témoin. Le juge Pritchard regarda Sam. Contre-interrogatoire. Sam se leva. Il n'avait jamais fait cela auparavant, jamais interrogé quelqu'un dans une salle d'audience, mais il s'était entraîné avec Béatrice et savait ce qu'il devait dire. Monsieur Dalton, vous avez déclaré avoir payé $350 pour le billet de train de Cora. C'est exact. Les registres du guichetier ne font état d'aucun paiement de ce type. Nous avons sa déclaration sous serment. Sam brandit le document. Vernon ne broncha pas, puis il a empoché l'argent. C'est du vol, pas un abandon de ma part. Et vous lui avez laissé $1,14 pour les frais accessoires. Par une température de 20 degrés la veille de Noël, la voix de Sam resta calme. Combien de temps pensiez-vous qu'elle survivrait si aucun train ne venait? Le guichetier aurait dû répondre à la question. Combien de temps? Vernon serra les mâchoires. Je m'attendais à ce que les arrangements que j'avais pris soient respectés. Vous jouez, Monsieur Dalton. Vance se leva d'un bond. Objection. Pertinence, cela concerne le caractère, votre honneur et le mobile. Pritchard acquiesça. Je l'autorise. Répondez à la question, Monsieur Dalton. Je joue parfois aux cartes. Oui, pour de petites sommes. Sam sortit les jetons de jeu que Miguel avait collectés. Ceux-ci indiquent une dette de $600 envers Silas Drummond.
Ce n'est pas une petite somme. Ce sont des dettes privées. Ces dettes arrivaient à échéance en décembre, juste avant que vous ne laissiez Cora à la guerre. Sam exposa la chronologie des événements. Et vous avez déposé une requête pour liquider son fonds fiduciaire. 18 000 laissés par son père. Vous aviez besoin d'argent. Elle avait de l'argent. Pratique. C'est une accusation calomnieuse. C'est un fait avéré. Sam a remis les documents au juge. La requête elle-même a été déposée le 2 janvier. Elle demandait l'accès immédiat au fonds fiduciaire pour couvrir les dépenses accumulées. Pritchard l'a lu, le visage assombri. Vance a tenté de se rattraper. Ma cliente essayait d'obtenir des soins appropriés. Votre cliente essayait de commettre un vol. Sam se tourna vers Vernon. Vous avez maintenu Cora dans l'analphabétisme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle avait 11 ans et ne savait pas lire son propre nom quand elle est venue me voir. Ah, elle est lente. Elle le lit maintenant au niveau de la 3e année après 12 semaines. Les rapports du Dr. Garrett montrent qu'elle a été délibérément mal nourrie et négligée sous votre garde. Sam a déposé l'affidavit médical sur le bain du juge et Miguel Santos a le témoignage du Silver Dollar Saloon, selon lequel vous avez tenté d'emprunter sur le fonds fiduciaire en utilisant Cora comme garantie pour vos dettes de jeu. La salle d'audience s'est enflammée. Pritchard a frappé fort avec son marteau. Silence. Je veux du silence. Lorsque le calme est revenu, Vance s'est levé. Votre honneur, il s'agit d'une diffamation. Les difficultés financières de mon client ne remettent pas en cause son lien de parenté ni ses droits légaux en vertu de la loi territoriale. Elle témoigne de son aptitude morale, a déclaré Pritchard froidement, ce qui constitue une exception légale. Continuez, M. Holloway. Sam a appelé ses témoins. Le Dr. Garrett a témoigné de la négligence, de la malnutrition, des cicatrices de gelures non traitées. Béatrice a présenté ses tableaux d'alphabétisation qui montraient une amélioration spectaculaire en 12 semaines. Miguel a montré les registres de jeu et la tentative de fraude. Puis Sam a présenté les registres du bétail. 427 têtes d'une valeur moyenne de 18 43 686 en capitaux propres documentés. Cela prouve ma stabilité financière, a déclaré Sam. Cela prouve que je peux subvenir aux besoins de Cora d'une manière dont Vernon Dalton n'a jamais été capable. Enfin, il a sorti la lettre de Joshua. Le papier a craqué lorsqu'il l'a déplié. Elle était cachée dans la montre de poche de Joshua Dalton et avait été écrite 1 semaine avant sa mort. Elle exprimait ses souhaits concernant la garde de sa fille. Vance a protesté, arguant qu'elle n'avait pas été signée par un témoin et qu'elle était donc irrecevable. C'est moi qui décide de ce qui est recevable. Pritchard a pris la lettre, l'a lue, et son visage a changé. Quelque chose l'a traversé comme une ombre. Lorsqu'il a levé les yeux, son regard s'est posé sur Vernon. Vous étiez au courant de l'existence de cette lettre. Non, votre honneur. Votre frère a explicitement déclaré que vous n'étiez pas apte, que Samuel Holloway était l'homme en qui il avait confiance. La voix de Pritchard s'était calmée. Il me mentionne par mon nom, dit que je comprendrai. La salle d'audience retint son souffle. Votre honneur, dit Sam avec précaution. Je crois que Joshua Dalton vous a sauvé la vie à Shiloh pendant la guerre. Pritchard retira ses lunettes et les nettoya lentement. Quand il parla, sa voix portait le poids d'un vieux chagrin. Joshua Dalton m'a porté sur 3 kilomètres avec une balle logée dans la colonne vertébrale. Je saignais abondamment d'une blessure à l'abdomen. Il m'a emmené à l'hôpital de campagne et a refusé d'être soigné tant que mon état n'était pas stabilisé. Les mains du juge tremblaient légèrement. Il est mort en pensant que je ne savais pas pour cette balle, mais je le savais, et j'ai porté ce fardeau pendant 27 ans. Le silence était absolu. Pritchard remit ses lunettes. Monsieur Vance, l'affaire de votre client repose sur le lien de parenté et la priorité légale. J'ai entendu les témoignages concernant ses jeux d'argent, ses dettes, sa négligence envers l'enfant dont il avait la charge et sa tentative de liquider son fonds fiduciaire à des fins personnelles. Avez-vous des preuves qui contredisent ces faits? Le visage de Vance était devenu pâle. Votre honneur, la loi est claire. La loi prévoit des exceptions lorsque les liens du sang s'avèrent moralement inappropriés. Je suis prêt à statuer que M. Vernon Dalton répond à cette norme. Pritchard regarda Cora. Jeune fille, approchez-vous du banc. Cora se leva, les jambes tremblantes. Sam commença à se lever avec elle, mais Pritchard secoua la tête. Elle s'avança seule, petite et courageuse dans sa robe propre. « Savez-vous lire, mademoiselle Dalton? »« Oui, monsieur, lisez ceci. »
Il lui tendit le document du fonds fiduciaire. Cora le prit, la voix claire et assurée. Montana Territorial Bank, Helena. Cette lettre confirme que la somme de 18 000 $ provenant de la vente de la concession minière Silverbell a été déposée en fiducie pour Mademoiselle Cormette Dalton, qui en disposera à son 18e anniversaire. Parfait. Pas une seule hésitation. Le visage de Pritchard s'adoucit. Qui vous a appris à lire? Mademoiselle Beatrix Holloway, monsieur. Monsieur Sam m'a aidé pour les chiffres. Et comprenez-vous ce que signifie ce document? Oui, monsieur. C'est l'argent que papa m'a laissé pour quand je serai grande. Voulez-vous retourner chez votre oncle Vernon? Cora regarda Vernon, puis le juge. Sa voix ne trembla pas. Non, monsieur. Je veux rester avec monsieur Sam. Il a tenu sa promesse à papa. Il m'a protégé. Pritchard acquiesça. Retournez à votre place. Il attendit que Cora soit de retour à côté de Sam. Puis, il prit son marteau. J'en ai assez entendu. La garde de Cora May Dalton est confiée à Samuel Holloway, avec tous les droits et responsabilités juridiques qui s'y rattachent. Le fonds fiduciaire restera intact, bloqué dans une banque territoriale sous la garde de M. Holloway, jusqu'à ce que Mlle Dalton atteigne l'âge de 18 ans. Le marteau s'abattit. De plus, Vernon Dalton est condamné à payer une indemnité de 1 200 $ pour tentative de fraude, et il lui est interdit par la présente d'entrer en contact avec la mineure. Cette tutelle est permanente et définitive. Vernon se leva d'un bond. Ce n'est pas légal. Vous ne pouvez pas faire ça. Si je peux. Et je l'ai fait. Marshall, veuillez escorter M. Dalton hors de ma salle d'audience. La salle d'audience explosa. Sam prit Cora dans ses bras alors qu'elle fondait dans larmes, soulagement et joie après des mois de peur. Béatrice pleurait aussi, et Miguel tapait si fort dans le dos de Sam qu'il lui laissait des bleus. Le juge Pritchard les regardait, son visage sévère se fendant d'un sourire presque imperceptible. Puis, il croisa le regard de Sam et hocha une fois la tête. Adette, 27 ans, avait enfin payé. 3 semaines après l'audience, la première vraie chaleur arriva dans le Montana. C'était un matin d'avril où l'on pouvait sentir la terre se réveiller, où les oiseaux chantaient depuis les poteaux de clôture, et où le ruisseau coulait à plein régime grâce à la fonte des neiges. Sam se tenait dans le pâturage nord avec Cora, regardant Miguel et les ouvriers amener les veaux du printemps pour les marquer. Les animaux se regroupaient et donnaient des coupes de pied à leur mère qui leur répondait depuis l'enclos. La fumée s'élevait du feu de marquage, transportant l'odeur de la mosquite brûlée. Celui-là. Miguel désigna un veau de couleur rouille, fort et en bonne santé. Un bon premier choix pour elle. Cora leva les yeux vers Sam, incertaine. « Je peux le faire. Tu fais partie de la famille maintenant. La famille aide au travail. » Il lui tendit des gants en cuir et l'aida à les enfiler. Ils étaient trop grands, mais elle finirait par s'y habituer. Miguel chauffa le fer à marquer. Le marquage en hache qui figurait sur le bétail de Holloway depuis 30 ans. Lorsque le fer fut à la bonne température, il fit signe à Sam. « Tiens-le bien, » dit Sam en guidant les mains de Cora sur la poignée. « Appuie fermement, mais pas trop fort. 3 secondes, puis soulève. » Le veau était déjà immobilisé. 2 mains le maintenaient en place. Cora positionna le fer, prit une inspiration et appuya. La peau grésilla, de la fumée s'éleva. Elle compta à voix basse. 1, 2, 3, puis souleva. Parfait. Le hatch bar était net et clair sur le flanc du veau. Miguel relâcha l'animal, qui se précipita vers sa mère. Cora fixa la marque sur sa hanche, le visage empreint d'émerveillement et de responsabilité. « Il est à toi maintenant, » dit Sam. « Ta marque signifie que tu fais partie de ce ranch, de cette famille, pour toujours, aussi longtemps que tu le souhaiteras. » Elle retira ses gants et les rendit. « Monsieur Sam, je peux vous poser une question? »« Toujours. Pourquoi l'avez-vous fait? M'accueillir, vous battre pour moi, tout risquer. » Sa voix était calme. Vous n'étiez pas obligé. Papa était déjà parti. Sam s'agenouilla à sa hauteur, comme il le faisait toujours quand quelque chose était important. Ton papa et moi avons construit ce ranch ensemble. Nous sommes partis de rien, avec seulement 300 têtes de bétail et plus d'espoir que de bon sens. Nous avons conclu un accord. Nous veillerions toujours l'un sur l'autre. Toujours. Il sortit de sa veste la montre de gousset qu'il avait pris l'habitude de porter depuis le procès.
Il l'ouvrit pour lui montrer la gravure qu'elle avait tracée 1000 fois. Partenaire en toutes choses. Wow. Red. Il ne s'agit pas seulement de bétail et de terre. Il s'agit de tenir ses promesses, de faire ce qui est juste pour les personnes que l'on aime. Il referma la montre et la glissa dans ses mains. Ton papa voulait que tu l'aies quand tu serais prête. Je pense que tu es prête maintenant. Les yeux de Cora se remplirent de larmes. Mais il y a ton nom dessus. Et maintenant il est à toi, avec tout ce qui compte. Il se leva et posa sa main sur son épaule. Tu es ma fille maintenant, Coram. Peut-être pas par le sang, mais par choix. Et c'est plus fort que le sang ne l'a jamais été. Elle se jeta dans ses bras et le serra fort. Au-dessus de sa tête, Sam vit Béatrice qui observait depuis le porche de la maison du ranch, s'essuyant les yeux avec son tablier. Ce soir-là, après le marquage, alors que les ouvriers s'étaient dirigés vers le dortoir, Sam trouva K assise sur les marches du porche. Elle regardait le soleil se coucher, la montre de poche ouverte sur ses genoux. Il s'assit à côté d'elle, une tasse de café réchauffant ses mains. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant le ciel devenir orange, rose et violet. Vernon a quitté le Montana, dit finalement Sam. Marshall Keane me l'a dit ce matin. Il a pris tout son argent et est parti vers le sud. Au Colorado peut-être, ou au Nouveau-Mexique. Tant mieux, sa voix était ferme. J'espère ne plus jamais le revoir. Ce ne sera probablement pas le cas. L'ordonnance du juge Pritchard indique clairement ce qui se passera s'il revient. Nouveau silence. Un faucon tournait au-dessus de leur tête, chassant dans les dernières lueurs du jour. J'ai réfléchi, dit Cora à propos de l'argent. Le fonds fiduciaire de papa. Qu'en penses-tu? C'est beaucoup d'argent. 18 000 $. Elle retourna la montre, suivant du doigt la gravure. Je pensais que quand je serais grande, je pourrais en utiliser une partie pour construire une école. Une vraie école avec des livres, des ardoises et un vrai professeur pour les enfants du ranch qui ne peuvent pas se rendre régulièrement en ville. Sam sentit une chaleur envahir sa poitrine. C'est une excellente idée. Je pense que papa aurait aimé ça. Son argent aiderait d'autres enfants à apprendre. Elle leva les yeux vers lui. Tu m'aideras le moment venu? Je t'aiderai à construire tout ce que tu veux, Coram. C'est promis. Le soleil touchait l'horizon, peignant le monde d'or. Quelque part dans la grange, un cheval hennissait. Le ruisseau chantait sa chanson sans fin. Le printemps était arrivé, balayant les dernières strass de l'hiver qui avait failli la tuer. Monsieur Sam. Sa voix était douce. Oui, merci de ne pas avoir abandonné. Il la serra contre lui. Cet enfant qui n'était pas la sienne par le sang, mais qui était la sienne à tous les égards qui comptaient. Il n'aurait jamais pu faire autrement. Tu fais partie de la famille, et la famille n'abandonne pas. Ils s'assirent ensemble, tandis que les étoiles apparaissaient, regardant les premières constellations apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. À l'intérieur de la maison, Béatrice préparait le dîner, l'odeur du poulet rôti et du pain frais flottant à travers les fenêtres ouvertes. La guitare de Miguel se mit à jouer dans le dortoir, jouant quelque chose de lent et de doux. C'était chez elle, c'était sa famille, pas celle dans laquelle on est, mais celle que l'on choisit, celle que l'on construit avec des promesses tenues et des combats difficiles remportés. En étant simplement présent quand quelqu'un a besoin de vous. Cora ferma la montre et la tint délicatement dans ses deux mains. Demain, elle s'entraînerait à lire. Demain, elle aiderait aux tâches ménagères. Demain, elle continuerait à devenir la femme que son père avait espéré qu'elle devienne. Mais ce soir, elle n'était qu'une jeune fille assise sur les marches du porche, en sécurité, au chaud et aimée, regardant le ciel du Montana s'assombrir, tandis que l'homme qui lui avait sauvé la vie était assis à côté d'elle dans un silence confortable. Certains hivers étaient destinés à prendre fin, et certaines fins n'étaient que de meilleurs commencements, déguisés sous l'apparence de la vieille neige. La première étoile brillait au-dessus des collines occidentales, et Cora fit un vœu. Samuel Holloway ne se remaria jamais. Il éleva Cora May comme si elle était de sa propre fille. Il lui apprit l'élevage et la comptabilité, la valeur d'une poignée de main et du travail honnête. Quand elle eut 18 ans, le fonds fiduciaire l'attendait. 18 000 $ intacts. Les intérêts avaient atteint 22 400 $. Elle les utilisa pour fréquenter l'école normale à Helena. Elle revint avec un diplôme et une mission. Elle construisit une école à Hollowland. Une seule salle au début, puis deux, puis une véritable académie.
Elle enseigna la lecture et l'écriture aux enfants des ranchs, aux mineurs, à tous ceux qui avaient besoin de mots pour faire entendre leur voix. Elle ne fit jamais payer les frais de scolarité. Elle disait que l'argent de son père devait se multiplier en connaissances et non rester inutilisé à prendre la poussière. Vernon Dalton mourut dans une pension de famille à Santa Fe. En 1904, d'une pneumonie. Aucune famille ne réclama son corps. Les gens dirent que c'était une mort cruelle, peut-être méritée pour un homme qui avait laissé un enfant mourir de froid. Le juge Pritchard s'est rendu au ranch 2 fois par an jusqu'à sa mort en 1911. Il apportait toujours des bonbons à la menthe pour Cora. Il serrait toujours la main de Sam longuement et fermement. Il ne parlait jamais directement de Shiloh, mais Sam savait que certaines dettes se transmettent de génération en génération et se remboursent par les vies que l'on sauve. Ce qui compte dans une famille, disait Sam, ce n'est pas le sang qui nous lie. Ce sont ceux qui se présentent quand la neige tombe et que la lampe s'éteint. Ce sont ceux qui restent quand rester coûte quelque chose. Le sang peut vous abandonner sur le quai d'une gare. Le sang peut vous voler votre avenir pour des dettes de whisky et de cartes. Mais la famille, la vraie famille, traverse une tempête de neige parce qu'elle a donné sa parole à un homme mourant. Et l'honneur ne gèle pas. La dernière fois que quelqu'un a vu ce ranch, au printemps 1951, Cora May apprenait à sa petite fille à marquer des veaux. Des fleurs sauvages avaient envahi la colline où se trouvait autrefois l'ancienne gare. Les rails avaient disparu depuis longtemps, le bâtiment avait été démoli des décennies auparavant. Mais les fleurs poussaient en abondance, jaunes, violettes et blanches, et les ruisseaux coulaient toujours limpides. Certains hivers sont inappropriés, et certaines fins ne sont que de meilleurs commencements, déguisés sous la vieille neige.